Le président Alassane Ouattara a déclaré qu'il n'enverrait plus d'Ivoiriens à la Cour pénale internationale. C'est à l'issue d'une rencontre hier avec François Hollande à Paris. Les détails dans ce trésor. Désormais, dans les maquis et restaurants, il est demandé à tous les clients de se laver systématiquement les mains. Une campagne de promotion des techniques et outils de lavage des mains est lancée à cet effet. Et ces nouvelles accusations d'abus sexuels contre des casques bleus en Centrafrique, l'ONU a décidé de rapatrier 120 soldats congolais. 13h à Abidjan, bonjour à tous. Le président Alassane Ouattara déclare qu'il ne veut plus envoyer d'Ivoiriens à la Cour pénale internationale. Il estime que son pays a désormais une justice opérationnelle. Le chef de l'État s'exprimait ainsi hier à Paris au sortir d'un tête-à-tête avec son homologue français, François Hollande. Le chef de l'État s'est aussi prononcé sur l'affaire des écoutes téléphoniques. Le commentaire de Viviane Aimé. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, reçu à l'Élysée ce jeudi 4 février pour une première rencontre en ce début d'année 2016 avec son homologue français François Hollande. Rencontre placée sous le sceau de l'amitié et d'une coopération toujours renforcée entre les deux pays depuis l'avènement au pouvoir du président Alassane Ouattara en 2011. Si la reprise des relations s'est traduite dès le départ au plan politique par une visite d'État du président ivoirien en France en 2012 et qui a été l'occasion de la signature de nouveaux accords de défense entre les deux pays, ainsi que par une visite officielle du président français à Abidjan en juillet 2014. Et au plan économique, par le soutien constant apporté par la France à la Côte d'Ivoire dans son effort de sortie de crise, le soutien de la France à la Côte d'Ivoire sera tout aussi déterminant pour permettre l'atteinte de l'émergence. Mais pour l'heure, de nouveaux défis se font jour, notamment le défi sécuritaire face à la menace d'attentats terroristes djihadistes depuis l'attentat contre le splendide hôtel de Ouagadougou. Coopération économique, mais aussi sécuritaire, autant de sujets évoqués par les deux chefs d'État au cours de leur entretien. Au sortir de son tête-à-tête avec son homologue français, le chef de l'État s'est prêté aux questions des journalistes. Juste à propos de la CPI, vous en avez aussi parlé à l'Union africaine. Plusieurs pays africains ont fait savoir qu'ils voulaient se retirer de la CPI. Est-ce que c'est votre position? Non, vous savez, ces décisions sont souveraines. Chaque État doit prendre ses responsabilités. La Côte d'Ivoire, avant de signer un document, avant de participer à une convention internationale, analyse bien les conséquences. Donc pour nous, pour le moment, la question n'est pas à l'ordre du jour, mais nous comprenons certainement la position de certains pays qui veulent revoir leur propre position. Et ce n'est pas la position de la Côte d'Ivoire. Vous soutenez la CPI? Ce n'est pas que je soutiens la CPI, je dis que je n'enverrai plus d'Ivoiriens à la CPI. Et puisque nous avons maintenant la capacité de les juger. Ce qu'il faudrait, c'est que l'Union africaine mette en place une cour africaine qui puisse juger les Africains en Afrique. Et cela, ce serait donc la meilleure option. Et le retrait de la CPI n'est pas la meilleure voie, puisque nous y avons adhéré librement. L'axe Paris-Abidjan se porte bien. Cette visite est la 7e du chef de l'État ivoirien à l'Élysée en 4 ans. Alassane Ouattara, une fois encore, repart confiant au sortir de cet entretien avec son homologue français. Ici, au niveau de la défense, la première réunion tripartite de l'année 2016 des forces républicaines de Côte d'Ivoire, de la force de l'ONUCI et des forces françaises s'est tenue à Korogo. Cette rencontre a été l'occasion de faire le bilan des activités opérationnelles et le point de la situation sécuritaire dans la région. Le point justement avec Abou Sanogo. Cette réunion tripartite a fait le bilan de la situation sécuritaire de l'année 2015 et du premier mois de l'année 2016. Bilan jugé rassurant avec une baisse notable du banditisme et de la criminalité. Un point d'honneur a été fait aux opérations en cours, notamment bordure de protection, Cavali 3, CAF-KO et Bouclier d'Ivoire.
Opération qui vise à assurer en tout temps, en toutes circonstances et contre toutes les formes d'agression, la sécurité des populations et de leurs biens et l'intégrité du territoire national. Autre temps fort, la rencontre entre la délégation conduite par le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko et le préfet de la région des Savanes. Au centre de leurs échanges, la situation sécuritaire dans la région, la coopération entre les trois forces et la collaboration armée-population. Pour le raffermissement des liens armée-nation, une rencontre avec les chefs traditionnels et religieux s'est tenue dans la salle de conférence de la préfecture. Il leur a été demandé de participer au renseignement pour lutter contre le terrorisme. Les populations, par la voix du chef de canton, assurent le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko de leur soutien et de leur collaboration pour endiguer ce fléau qu'est le terrorisme. Concernant le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Paul Kofi Kofi dévoile les défis qui attendent son ministère, les grands axes de son département dans ce reportage de Fidèle Igné, Barakissa Bamba et Konate Moussa. Avec une capacité d'accueil estimée à 69 000 places contre 479 000 demandes en 2010, l'enseignement technique et la formation professionnelle ont d'énormes défis à relever. Faire en sorte que chaque jeune Ivoirien ait à choisir son ordre d'enseignement dans les mêmes conditions, dans le cadre de l'école pour tous, en fonction de ses potentialités. C'est le premier défi. Le second défi est de faire en sorte que l'apprenant puisse, en venant à l'enseignement technique et à la formation professionnelle, bénéficier d'un enseignement et d'une formation de qualité. Le troisième défi est de donner l'opportunité aux travailleurs de pouvoir se perfectionner pour améliorer leur productivité. Pour atteindre les objectifs, le ministre de l'enseignement technique et la formation professionnelle appelle à une parfaite collaboration entre les acteurs du système éducatif pour un encadrement de qualité. Les meilleurs élèves et étudiants ainsi que des agents admis à la retraite ont été distingués. Les clés de la réussite professionnelle et sociale exposées par le ministre du Budget, Abdourahmane Cissé, est un modèle, une référence pour les étudiants de l'Université internationale de Grand Bassam qui l'ont invité. Justine Saïdike. Ils sont jeunes, sont étudiants dans une université d'excellence. Ils ont pour ambition d'être des élites de la nation ivoirienne. Pour y parvenir, il faut certes de bonnes études, mais aussi le partage d'expériences et de modèles tels le ministre chargé du budget. Abdourahmane Cissé a communiqué son rêve et ses armes de réussite aux étudiants de l'Université internationale de Grand Bassam. Tout part du rêve, tout part des ambitions. Nous souhaitons que les jeunes soient ambitieux, qu'ils se donnent les moyens de réussir. Aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire met les moyens à disposition, que ce soit en matière d'éducation, à travers 22% du budget de l'État affecté aux questions d'éducation. Nous souhaitons leur donner les formations de base, de sorte à leur permettre de pouvoir voler de leurs propres ailes. Il faudrait qu'ils saisissent cette opportunité. Le ministre chargé du budget les a aussi rassurés de la détermination du gouvernement ivoirien à œuvrer pour la création d'emplois en vue de leur garantir un avenir meilleur. Une rencontre pleine d'enseignements pour les jeunes membres de l'association Global Choppers Community, initiateur de cet échange. Pour nous, en fait, déjà, c'est le ministre le plus jeune du gouvernement. C'est très important pour nous de pouvoir le recevoir ici, de pouvoir lui parler, de pouvoir bénéficier de ses conseils, de son expérience, pour que demain aussi, nous aussi, puissions un jour suivre son parcours et peut-être être à sa place, ou comme il nous l'a souhaité, même peut-être arriver plus loin que lui, justement. L'association Global Choppers Community, composée d'étudiants et de jeunes cadres, a pour mission de promouvoir auprès de la jeunesse les valeurs de leadership et du dépassement de soi. En économie, la valeur des transactions de la bourse régionale des valeurs mobilières a atteint 333 milliards de francs CFA en 2015. Pour 2016, les perspectives sont aussi bonnes. Information donnée au cours d'une conférence de presse. Paul Kouadio et Noël Niagno. La bourse régionale des valeurs mobilières BRVM et le dépositaire central Banque de règlement, les deux structures centrales du marché financier régional de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, ont réalisé de bonnes performances en 2015. La valeur des transactions de la place financière de l'UEMOA s'est fixée à 337 milliards de francs CFA en 2015, une évolution qui a permis à la BRVM
de se hisser au premier rang des bourses africaines en termes de performance de cet indice, avec 17,77% de progression de son indice composite. Cela veut dire que si un investisseur a investi 100 000 francs à la BRVM et dans notre indice au cours de l'année 2015, il aura gagné 17 770 francs, alors qu'en Afrique du Sud, il n'aura gagné que 1 860 francs. Le marché boursier ouest-africain a bénéficié, entre autres, du contexte économique favorable des pays de l'UEMOA, tiré par la croissance ivoirienne et de la stabilité monétaire de la zone. Pour 2016, le manager de la BRVM a annoncé de nouveaux défis. Il porte sur l'admission à la cote de 3 nouvelles sociétés, l'atteinte des chiffres records de 8 000 milliards de francs CFA en termes de capitalisation et de 400 milliards de francs CFA pour ce qui est de la valeur annuelle de transactions. Autre défi à relever, le lancement du 3e compartiment des PME en septembre prochain et la poursuite de la promotion régionale et internationale. Le marché financier abidjanais est désormais dans la ligne de mire des spéculateurs en quête de capitaux. Autre tribune d'échange, cette fois entre les banques et les entrepreneurs au plateau. Tribune initiée par le comité de concertation État-secteur privé. La rencontre a porté sur les mécanismes de financement appropriés pour construire un tissu économique diversifié et prospère. Lassine Bakayoko et Adama Kone pour plus de détails. Le constat est clair, l'accès aux produits et services financiers demeure encore trop restreint pour l'ensemble des acteurs économiques. Le secteur privé peine à trouver des financements, un frein à l'activité des entreprises. Tout ceci tient du fait que nous avons une absence d'un cadre légal formalisé, qu'il y a pas mal d'opérateurs qui effectuent leurs activités de façon informelle et que des exploitations également sont à taille réduite. Pourtant, dans la marche vers l'émergence, l'économie ivoirienne a besoin de disposer d'une large palette d'instruments financiers appropriés pour mettre en place des financements de durée suffisante et de coûts raisonnables. Le secteur financier envisage de prendre plus de risques afin d'irriguer au mieux l'activité économique. Les établissements de crédit sont déterminés à financer de façon hardie et maîtriser l'économie dans toutes ses composantes, et avec cependant une orientation particulière pour les PME. Œuvrer au renforcement du secteur financier. Une bonne nouvelle pour les entrepreneurs. Les PME peuvent travailler, on n'a même pas besoin d'aller chercher de l'argent ailleurs. On peut même aider l'État dans le partenariat public-privé, mais nous-mêmes, on peut investir. Le secteur bancaire ivoirien est composé de 26 établissements, dont 24 banques et 2 structures de financement. Économie et agriculture, la relance de la filière coton, la question a été au centre d'un atelier de restitution à Grand-Bassam où acteurs et partenaires de cette filière ont échangé sur le sujet. En réalité, l'idée est d'introduire en Côte d'Ivoire la culture du coton génétiquement modifié. Mais avant, chercheurs, acteurs, partenaires et décideurs estiment qu'il faut maîtriser tous les contours de la question. Eugène Atoubé. Faut-il s'engager ou non dans la culture du coton génétiquement modifié? En attendant de trouver une réponse définitive, les acteurs et partenaires de la filière coton ont été éclairés sur les résultats d'une étude de faisabilité du coton génétiquement modifié en Côte d'Ivoire, également sur l'état des exploitations cotonnières. L'enjeu de cette rencontre est de donner à la filière coton les moyens de sa durabilité avec en perspective la lutte contre la pauvreté des producteurs. L'interprofession essaie d'avoir plus de compréhension sur ces aspects d'OGM et ce que ça peut rapporter pour la Côte d'Ivoire. Il faut échanger avec les uns et les autres, voir qu'est-ce qui marche ailleurs, qu'est-ce que nous pouvons améliorer, de sorte qu'un jour, la Côte d'Ivoire puisse vraiment maîtriser la technologie. Depuis 2013, le FED, Fonds européen de développement, cofinance avec la Côte d'Ivoire le programme d'appui à la recherche cotonnière à travers le FIRCA, programme qui porte sur 11 projets spécifiques à fort impact sur le revenu des cotonculteurs et dans lequel s'intègre le projet de relance de la recherche cotonnière. La Côte d'Ivoire, 3e producteur mondial du coton en 2015, avec plus de 450 000 tonnes, ambitionne de produire 600 000 tonnes d'ici à 2020. La Côte d'Ivoire ne peut pas éviter de s'introduire dans le débat sur le coton génétiquement modifié.
de mémoire de spécialistes. Cette étude de faisabilité est la première du genre, entreprise par un pays producteur avant de se lancer ou non dans la culture du coton génétiquement modifié. En Côte d'Ivoire, le débat se poursuit. Les autorités et le gouvernement veulent d'abord maîtriser tous les aspects scientifiques, juridiques, réglementaires, sanitaires, environnementaux et sociaux, en tenue compte ensuite afin de motiver la décision ou non d'introduire en Côte d'Ivoire le coton génétiquement modifié. Et justement, dans le domaine de l'environnement, cette conférence publique sur le climat, conférence initiée par la Sodexam, l'objectif est d'informer la population sur l'état du climat en Côte d'Ivoire, sensibiliser le public et les opérateurs économiques sur les impacts du changement climatique, nous dit Grace Kando. L'agriculture, la gestion des ressources en eau, la protection de l'environnement et la sécurité alimentaire sont des activités environnementales liées au climat. Elles ont une influence majeure sur les économies des pays et leur mode de développement. Au regard des effets néfastes des phénomènes climatiques, la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique Sodexam initie une conférence sur le climat national en Côte d'Ivoire. Nous voulons amener l'Ivoirien à prendre conscience de l'importance du climat dans nos activités et à sensibiliser donc l'Ivoirien pour une prise en compte des questions de changement climatique. Depuis des dizaines de décennies, nous faisons des observations météo, nous enregistrons ces observations et nous travaillons sur donc, ces observations pour montrer que, effectivement, le changement climatique est réel, même dans notre pays. Les participants à la conférence seront sensibilisés sur les effets du changement climatique et comment minimiser les risques climatiques. Nous travaillons sur des plantes médicinales. Et qui parle des plantes médicinales parle du climat. Donc si le climat n'est pas propice au développement de la plante, nos activités ne pourront pas être menées. C'est très très important d'avoir des connaissances au niveau des variations climatiques en Côte d'Ivoire. Nous travaillons dans l'agriculture. Si on n'a pas une idée nette de la pluviométrie de la localité, on ne peut pas implanter une plante quelconque. Donc le climat est très très important pour l'agriculture. Selon la Sodexam, environ 75% des pertes annuelles de la production agricole sont dues au changement climatique. En santé, nous allons maintenant parler du cancer. Il n'existe pas un, mais des cancers. Cancer du sein, de l'utérus, les cancers du poumon, de l'estomac. Bref, hier, journée mondiale de lutte contre le cancer, le monde entier a marqué une halte. Ici en Côte d'Ivoire, on s'est intéressé à la prise en charge de la maladie dans ce reportage. Regardez. Jean-Jacques Ndin, âgé de 4 ans, est heureux. Après 6 mois de traitement en chimiothérapie au CHU de Trècheville, il est guéri du cancer des testicules. Mon enfant souffrait d'un cancer testiculaire. À la grâce de Dieu, oui, il est guéri. Si Jean-Jacques a reçu la guérison, ce n'est pas le cas pour cette patiente. La vingtaine révolue, elle souffre du cancer du col de l'utérus depuis 9 mois. Après 3 séances de chimiothérapie, sa santé s'est améliorée. Cependant, elle trouve le coût du traitement élevé. Cancer du col de l'utérus. J'ai fait une chimio. Le traitement est bon, mais c'est très coûteux. 300 et quelques mille. Une séance. Le coût élevé du traitement est expliqué par Dr Seka, cancérologue. Le traitement du cancer dépend du stade auquel on fait le diagnostic de la maladie. D'une façon générale, quand c'est à un stade précoce, on a généralement recours à la chirurgie ou à la radiothérapie. Quand c'est à un stade moins avancé, on a souvent recours à une association de chimiothérapie et de chirurgie ou de chimiothérapie et de radiothérapie. Ces difficultés sont partagées par certains parents dont les enfants souffrent du cancer. C'est par manque de moyens que jusque-là, l'œil est arrivé jusqu'à ce point-là. Sinon, ce n'était pas comme ça, c'était tout petit. La célébration de la Journée mondiale de lutte contre le cancer a pour objectif de sensibiliser les populations au dépistage précoce de cette maladie et surtout aux décideurs de mettre en place une politique de prise en charge pour les malades qui jugent le coût des traitements excessif.
Les objectifs que veut atteindre le district sanitaire de Boisflé pour l'année 2016 sont connus. Le district compte faire des centres de santé ruraux de la zone de Boisflé un cadre d'accueil idéal pour les malades. Honorine Aingori. À l'occasion de ce séminaire bilan, le district sanitaire de Boisflé a rendu hommage aux agents de santé ruraux pour leur abnégation dans le travail à travers une série de distinctions organisées. Les différents prix concernent le meilleur agent du programme élargi de vaccination et le meilleur centre de santé du district remporté par Léon Ngoran, infirmier au centre de santé de la localité de Nangrekro à 15 km de Boisflé. Le prix du meilleur agent de santé mère-enfant a été remporté par Flora Aya Ngoran du centre de santé d'Angovia à 30 km de Boisflé. Pour le directeur départemental de la santé et de l'hygiène publique, Yacine Dje, cette cérémonie de distinction est le résultat de plusieurs rencontres dans le cadre du système de motivation des agents des centres de santé instauré depuis 2014. Il vise à créer une saine émulation au sein des agents de santé afin de les rendre encore plus performants sur le terrain. La secrétaire générale 1 de la préfecture de Boisflé, Hortense Aka, estime que ces distinctions doivent être une source de motivation pour les lauréats. Elle a invité les autres agents à emboîter le pas aux primés pour corriger tout ce qui pourrait exister comme imperfection dans les services de santé. Le district sanitaire de Boisflé a une superficie de 3 980 km² pour une population de 385 556 habitants. Une bonne hygiène pour une bonne santé. Dans les maquis et petits restaurants, les clients sont invités à se laver systématiquement les mains avant et après chaque repas. Pour cela, une campagne de promotion des techniques et outils de lavage des mains a été lancée dans les communes d'Abobo, Cocody, Makori et Yopougon. Le constat d'Ami Sissoko. Démonstration de techniques de lavage des mains à l'espace gastronomique et culturel de Nyangon à Yopougon. Ensuite, le dos de la main droite. Elle lave entre les doigts, elle rince. Se laver les mains, un geste simple et banal, repris par le public, mais un acte de prévention en santé. Cependant, la technique adéquate de lavage des mains n'est pas toujours maîtrisée. Dans les maquis, il n'y a pas de dispositif pratique. On se lave les mains, mais pas de manière appropriée. C'est dans le seau que tout le monde se lave pratiquement les mains. C'est notre nature de laver les mains, mais on n'avait pas la meilleure méthode. Et maintenant, nous venons de faire la formation et nous connaissons maintenant la meilleure méthode. Et c'est ce que nous allons appliquer maintenant dans nos maquis. Depuis environ 3 mois, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et l'OMS ont entrepris une campagne de vulgarisation des techniques et outils de lavage des mains au savon et à l'eau qui coule dans les maquis et petits restaurants. À ce jour, ce sont plus de 200 tenanciers des communes d'Abobo, Cocody, Makori et Yopougon qui ont été formés en hygiène et aux techniques de lavage des mains par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. La population ne le fait pas suffisamment et surtout elle ne le fait pas toujours soigneusement. Un geste simple, peu onéreux et qui préserve de beaucoup de maladies. On a parlé de la maladie à virus Ebola, il y a le choléra, il y a la grippe, beaucoup de maladies parasitaires et qui motivent un lavage des mains correct à l'eau et au savon, mais une eau qui coule. Ne trempons pas nos mains dans un même seau. Pour que les clients se lavent systématiquement les mains avant et après chaque repas, les 200 tenanciers formés ont reçu des dispositifs conventionnels de lavage des mains. La campagne de vulgarisation des techniques et outils de lavage des mains dans les maquis et petits restaurants va s'étendre à l'intérieur du pays. Et puis dans le cadre du développement, cette tournée du conseil régional de l'Agné-Bikiassa dans le département de Tiassalé, objectif, faire le point des actions menées par le conseil au cours de l'année 2015. On fait le point avec Honorine Aingori. Cette tournée du premier vice-président du conseil régional de l'Agné-Bikiassa, Martial Assandé, l'a conduit dans plusieurs localités, notamment à Nyonsombli et à Broubrou. Dans ces 2 sous-préfectures, il a remis aux populations les clés des centres de santé réhabilités
Occasion pour lui de les exhorter au travail et à l'entente. Martial Assondé a rappelé que les promesses de campagne seront tenues avec le concours de tous. Cependant, la priorité sera de connecter les centres de santé réhabilités au réseau électrique national. C'est le cas des localités de Broubrou et de Kassasso dans la sous-préfecture de Morokro. L'autre priorité du conseil régional, c'est l'école, où des efforts ont été faits pour réhabiliter et équiper des établissements en table-banc dans tous les 4 sous-préfectures du département, notamment à Ndoussi, où les besoins en bâtiments et en table-banc étaient cruciaux. Pour finir, le vice-président du conseil régional de la Niébi-Tiassa a annoncé que le pont sur la Menée sera construit en 2016 à hauteur de 225 millions de francs CFA. Ce pont permettra de désenclaver tous les villages environnants. En Centrafrique, la mission de l'ONU a identifié 7 nouveaux cas présumés d'abus sexuels de la part de casques bleus, dont 5 concernent les mineurs. Suite à cela, l'ONU a décidé de rapatrier 120 soldats congolais. Adama Kamagate et Sylvie Touré. La mission des Nations Unies en Centrafrique encore au centre d'un scandale d'abus sexuels. Cette fois, il s'agit de 7 cas, dont 5 mineurs dans la ville de Bambari au centre du pays. C'est l'organisation Human Rights Watch qui a porté ces cas à la connaissance des responsables onusiens en Centrafrique, qui à leur tour ont ouvert une enquête. L'évaluation initiale du BSI a fourni des preuves suffisantes qui confirment que 5 des victimes étaient mineurs. Une adulte a été victime d'exploitation sexuelle. Le bureau n'a pas pu interroger la 7e victime présumée, qui serait également mineure. Les premières investigations pointent du doigt le contingent du Congo-Brazzaville, fort de 120 membres. Dans un communiqué, l'ONU a annoncé ce jeudi leur rapatriement après la conclusion de l'enquête. Mais pour l'heure, ces soldats resteront confinés dans leur caserne, précise le communiqué. En janvier, 850 soldats de la RDC avaient été exclus de la mission pour les mêmes faits. Les missions de paix des Nations Unies sont accusées de 69 cas d'abus sexuels au cours de l'année écoulée. 22 d'entre eux sont attribués au casque bleu de la MINUSCA, qui suscite une peur bleue chez les Centrafricains. Dans l'actualité sportive, le Mali a rejoint la RD Congo en finale du CHAN Rwanda 2016 en battant la Côte d'Ivoire hier en demi-finale 1-0 au stade régional de Kigali. Anja Soukro. Ce but de Yves Bissouma, inscrit à la 89e minute, résonne comme un coup de poignard dans le dos des Ivoiriens et empêche la Côte d'Ivoire d'accéder à sa première finale de CHAN. Dans ce match de la dernière demi-finale de Rwanda 2016, les éléphants ont pourtant semblé prendre un bon départ quand la frappe de Baudelaire Issis Aka heurte violemment le montant gauche du gardien malien. Mais les aigles se rébiffent et Sékou Koïta chauffe les gants de Ali Badra Sangari. Le Mali bénéficie même d'un pénalty suite à cette faute de main de Cheikh Komara dans la surface. Ali Badra Sangari repousse le tir de Koulibaly. 0-0 à la pause. La domination malienne se poursuit en deuxième période et il faut un Ali Badra Sangari en état de grâce pour maintenir les Ivoiriens dans le match. Toutefois, à la 89e minute, Yves Bissouma emprunte le boulevard offert par les défenseurs ivoiriens pour crucifier Ali Badra Sangari. Les éléphants sont éliminés aux portes de la finale, une finale qui se jouera entre la République démocratique du Congo et le Mali. Et c'est la fin de ce 13h. Merci de votre fidélité.